Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer sur votre émission dominicale Week-Echo. Ceux et celles qui s'habillent sans décence en circulation, pantalons en dessous des fesses, perles exposées, nombril à l'air libre ou encore les seins à peine voilés posent des actes attentatoires à la morale. Ce sont des actes constitutifs d'infraction à la loi pénale, notamment pour atteinte à la pudeur, mode ou comportement déviant. Eh bien, le décryptage va s'intéresser à cette question. Et puis, vous le savez, le gouvernement nourrit une vision ambitieuse pour la femme béninoise avec un accent particulier sur sa promotion et la lutte contre toutes les formes de violence à son égard. Une ambition qui passe par l'Institut national de la femme, nouvelle formule. Entre réforme, crainte et attente, à quoi pourraient s'attendre désormais les femmes? Raimat Djibril Moriba, juriste spécialiste des questions du genre, nous aidera à y voir un peu plus clair. C'est donc parti pour 52 minutes d'émission. Tout de suite, le mini-journal. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'émission Week-Echo. Après 2 décennies de mise en œuvre de la décentralisation, les communes peinent toujours à financer leurs projets de développement. Comme solution, elles s'appuient sur les arrondissements pour la mobilisation des ressources financières. Comment ces arrondissements s'y prennent pour apporter leur pied à la construction de l'édifice? Élément de réponse dans ce reportage. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui malheureusement ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sous, ce n'est pas gardé au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur tour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Genotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des taxes. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser les ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de tasses,
mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources. Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. Parlons à présent de garde-vélo, un des métiers de la débrouillardise, né à la faveur de l'essor des centres urbains au Bénin. De nos jours, il constitue une source de revenus pour les personnes qui s'y adonnent, eu égard aux multiples services rendus par cette corporation aux usagers de la route. Cette activité en plein essor semble nourrir son homme, nous dit Ulvaeus Balogun dans cet élément. Nous venons à 7h et à 20h nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu payes 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde-vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde-vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. Vous ne le saviez certainement pas, tous les risques qui affectent la santé mentale, physique et la sécurité des travailleurs sont considérés comme risques professionnels. Au sein de toute entreprise, il faut évaluer ces risques pour les identifier et ensuite les classer par priorité afin de mettre en place des actions de prévention. C'est d'ailleurs la première étape d'une politique de santé et de sécurité au travail, nous dit Alessandra Diotan à travers cet élément. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines.
Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. l'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. C'est la fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi. L'émission Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets parus dans la presse cette semaine. La revue de presse économique, c'est une présentation de Amandine Agnawosu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique de Wikeko. Plusieurs sujets ont meublé les quotidiens cette semaine. L'appel du chef de l'État Patrice Talon pour la vaccination contre le Covid-19 est abondamment relayé par les journaux. La Nation donne le ton et met à sa une la photo du numéro 1 béninois donnant le bon exemple. Le quotidien de service public mentionne qu'à travers une publication sur sa page Facebook, le chef de l'État a avant tout insisté sur l'allure inquiétante que prend la courbe des cas graves et les décès qui vont avec. Pour lui, la vaccination reste la meilleure arme dont nous disposons actuellement pour réduire la propagation du virus et surtout éviter ses formes graves. L'événement précis qualifie l'appel de presse et publie l'intégralité du message de Patrice Talon. Le Progrès, quant à lui, titre face à la recrudescence du cas de Covid-19, l'appel de Patrice Talon pour la vaccination massive. Le journal rappelle les statistiques qu'affiche le site du gouvernement à la date du dimanche 22 août 2021. Et face à la recrudescence des cas de Covid-19 au Bénin, les manifestations culturelles et festives sont suspendues. C'est la Nation qui donne cette nouvelle et fait remarquer que c'est une décision du Comité interministériel de gestion de la crise sanitaire en date du 25 août 2021. À en croire ce même quotidien, la note signée par les ministres de la Santé, de l'Intérieur, du Tourisme, de la Culture et des Arts et celui des Sports fait suite à une séance de concertation tenue le mardi 24 août avec les promoteurs des événements culturels.
Fraternité, dans la même optique, signale que la décision résulte de la recrudescence des cas graves de Covid-19. Le quotidien précise que la mesure sera levée dès que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies. La Nation, dans un autre article, s'est intéressée à l'ambiance qui prévaut au niveau des postes de vaccination. Le quotidien national d'information fait le constat qu'il y a de fortes affluences, parle de ruée et tire la conclusion que l'appel du chef de l'État pour la vaccination contre le Covid-19 a été entendu. Et parlant de la lutte contre le coronavirus, la presse du jour nous apprend que le Fonds monétaire international accorde plus de 98 milliards de francs CFA au Bénin pour mieux surmonter les effets de la crise. Ce financement va permettre de répondre aux besoins urgents et au redressement des réserves de change conformément aux objectifs de l'initiative. La Nation abonde dans le même sens et précise que le pays devra utiliser cette allocation dans des projets spécifiques et fournir des liquidités supplémentaires à son système économique. Fin de cette revue de presse économique, WeekEco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Amandine, pour cette revue de presse. Je l'annonçais en début d'émission, aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes gens s'habillent mal, hommes comme femmes. Et on peut le constater en circulation, pantalons en dessous des fesses, perles et nombril à l'air libre. Est-ce la mode ou carrément une dépravation des mœurs? Eh bien, le décryptage s'y intéresse. Et les confrères sont déjà installés sur ce plateau. Honneur aux dames, bien évidemment. Jessica Abraham, Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Au plaisir. À côté, Benoît Wandja, inconditionnel de ce plateau. Benoît, bonjour. Oui, bonjour. En pleine forme? On rend grâce. Alors Benoît, vous avez certainement constaté, comme moi, qu'aujourd'hui, je le disais, les jeunes gens s'habillent de plus en plus mal, avec des jeans déchirés, parfois même des pantalons qui traînent sur les fesses. Comment analysez-vous ce phénomène? Parlant de jeans déchirés, il semble que c'est une mode et que c'est quand c'est déchiré que ça coûte plus cher. Je n'en sais pas grand-chose. Mais ce qui ça Destroy, voilà. C'est peut-être une marque, je n'en sais rien. Mais ce qui me scandalise, c'est le pantalon descendu sur les fesses, je vais dire. Je ne sais pas si ceux qui le portent savent ce que ça véhicule comme message. Est-ce que c'est parce qu'on a vu quelqu'un le faire dans un clip ou dans un film qu'il faut adopter ce genre de choses? Je continue de me demander c'est quelle forme d'habillement que de se dénuder et de rentrer dans la circulation. Parce que quelle image vous laissez ou quelle image quelqu'un qui descend son pantalon et qui se met à marcher peut laisser à l'homme, entre griffes, honorable du quartier. Imaginez un directeur de société dans votre quartier qui vous voit comme ça défiler avec le pantalon presque baissé et un bon matin, vous vous pointez devant lui pour dire « Tonton, je cherche du travail ». Tout ça, c'est pas évident qu'il puisse vous prendre dans sa société s'il avait une société. Donc, parfois, les jeunes suivent ce qu'ils appellent mode. Encore que je ne pense pas qu'il puisse avoir un modèle qui nous demande de nous dénuder pour être dans la rue. C'est un style souvent propre aux les jeunes ne voient pas au-delà de ces genres de comportements ce que cela peut avoir comme conséquences négatives sur leur vie future. Voilà. Donc je pense qu'il faut réfléchir par deux fois avant de suivre ce qui s'adonne à ce genre de comportement. Alors, Jessica, est-ce qu'on va dire que la tenue vestimentaire, à l'aune des explications ou de l'analyse de Benoît, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la tenue vestimentaire a perdu de son caractère primaire, celle de se vêtir convenablement? Alors, merci beaucoup et je partage entièrement l'avis de mon confrère qui est juste là. Je crois que oui. Aujourd'hui, on ne s'habille plus forcément parce qu'il faut être présentable. On s'habille pour être, entre griffes, sexy, pour plaire aux gens,
parce qu'on a vu, et il a dit, on voit à la télé, etc., on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est énorme ce qu'on voit. Et vous vous demandez, mais attends, ça vient d'où ça? Est-ce que ce sont les parents ou est-ce que c'est le suivisme, etc., etc. Parce que je me rappelle cette fois, moi j'étais encore très jeune, on était à l'école et je voyais des copines, en venant à l'école, elles mettaient des habits dans le sac. Et vendredi soir, les parents ne viennent pas vite, on sort tôt et tu vois, on met des petites culottes et des habits et puis tu pouvais voir le nombril qui est au dehors. Tout ça, on peut expliquer ça par des crises d'adolescence. Oui, il y a cette raison-là qu'on peut trouver parce qu'on a tout fait de dire que les parents n'ont pas donné l'éducation qu'il faut. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le cocon familial n'est plus le seul canal d'éducation ou d'apprentissage. On va sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Et quand on n'a pas encore une personnalité, on se dit, ben, je veux ressembler à ci, je veux ressembler à ça. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux une grand-mère, sa petite fille qui voulait sortir de la maison, elle lui a dit, mais tu es très sexy. Elle a souri et puis ça lui a fait plaisir. Et la grand-mère lui dit, mais ça te fait sourire. Donc tu t'habilles pour ressembler à une péripatéticienne, une pute entre griffes. Elle a dit, mais non grand-mère. En fait, tout de suite, on l'a mis face à la réalité de ce que tu t'es habillé. C'est vrai, on te dit que tu es sexy, ça te fait plaisir. Ça ne devrait pas te faire sourire. Exact, ça ne devrait pas faire sourire quelqu'un quand on te dit tu es sexy parce que tout de suite, celui qui dit tu es sexy voit déjà un aspect j'ai envie d'aller quelque part avec toi. J'ai envie de découvrir au-delà de ce que je vois. Donc, vraiment, je crois que... Mais justement, cette façon de s'habiller sexy que vous venez de dire, on constate ça aisément. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il y a de moins en moins d'hommes, donc les femmes ont tendance à vouloir choquer pour attirer l'attention sur elles? Malheureusement, ce que nous, en tant que femmes, nous ne comprenons pas, ou moi aussi je faisais partie du lot, c'est qu'un homme ne va jamais t'épouser si ce qu'il voit tout de suite, c'est une femme qui est sexy. C'est une femme qui donne l'apparence d'être de mœurs légères. Exactement, parce que tout le monde te désire. Pourquoi est-ce que je voudrais prendre... Quelqu'un a dit, mais chérie, pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas sortir? Il dit, mais attends, quand tu as déjà vu un bijoutier exposer ses bijoux hors de la vitrine, c'est pas possible. C'est pour dire que lorsque beaucoup de personnes s'intéressent à vous, c'est clair que ça va être un problème pour vous dans votre foyer, à moins de pouvoir canaliser tout ça à un moment. Malheureusement, on se dit que bon, c'est facile de trouver un homme, vous allez trouver des hommes, pas un homme qui veut vous épouser. Et malheureusement, en tant que jeune fille, on ne pense pas aux conséquences de toutes ces choses. Je vais donner un exemple très rapidement. Alors, c'est une jeune dame, on l'a appelée, elle a déposé des dossiers pour se faire embaucher. On l'appelle pour faire l'entretien. Et on lui dit, dites-moi, est-ce que vous avez l'habitude d'aller en boîte, de boire, de sortir avec des amis, etc., etc. Elle dit non, jamais, qu'elle ne fait pas ce genre de choses. Mais entre-temps, elle a oublié que elle exposait justement ses sorties nocturnes avec des gens, la boisson sur la table et puis des habits bizarres sur les réseaux sociaux. Et le recruteur, aujourd'hui, il est tellement exigeant qu'il connaît ton nom, il va sur Facebook, il va checker. Il va voir ton profil. Oui, mais celui-là, c'est qui? C'est quel genre de personne? On a vu la petite qui était déjà devant des bouteilles avec des tenues assez légères et tout. Et elle a dit non. Quand elle a dit non, tout simplement, le recruteur, il a juste tourné l'ordinateur et l'a mis face à la réalité. Et elle n'a plus rien dit, elle est sortie du bureau. C'est de la même manière aujourd'hui, désolé de le dire de cette manière, on n'est pas en train de faire le procès des tatouages. Et tout ça, il y a un monsieur, il a fait des tatouages et tout ça. Il a exposé ça aussi, un peu comme ça sur les réseaux sociaux. Toujours dans le même cadre, un recruteur qui voulait recruter. Vous voyez, quand on va dans les entreprises, c'est beaucoup plus chemise, on cache les choses et tout ça. Mais si vous voulez représenter une entreprise, la moindre des choses, c'est que moi, si je veux voir la qualité de l'entreprise, je vais voir, mais c'est qui les personnes avec qui je veux travailler. Et quand vous voyez le profil de ces personnes, vous avez l'impression que ce n'est pas des gens qui sont sérieux, des gens qui peuvent, malheureusement, à un moment donné, il y a eu le changement, mais on a oublié qu'on a eu une vie qu'on a explosée entre-temps sur les réseaux sociaux. Ça peut rattraper. Exactement, et ça, je crois qu'il faudrait le mettre dans sa matière grise pour que, c'est pas aujourd'hui, on a vu aujourd'hui, mais demain. Mais demain, on ne sait pas.
Exactement. Donc vraiment, il faut réfléchir à tout ça. Alors Benoît, voilà des exemples, des cas pratiques. Et mieux, on va au-delà même. Aujourd'hui, on peut constater que même pour aller à l'église, des jeunes filles s'habillent vraiment de manière inconvenante. Oui, alors que l'église est le temple même de... J'ai suivi religieusement, d'ailleurs, Jessica à côté. Je voudrais, ce n'est pas le sujet du jour, mais dire aussi qu'il y en a qui ont leur album photo sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un autre phénomène encore. Absolument. Je pense que le problème de l'habillement, effectivement, va au-delà même des sorties nocturnes et autres. Il y en a qui ne savent plus trop s'habiller. Donc, ils ne font plus de différence entre l'église, entre le marché, entre les soirées, la plage et autres. Donc, la mode aujourd'hui, c'est peut-être de s'habiller, de laisser les perles dehors. Donc, c'est peut-être les responsables de l'église qui vont dire « Mais ta tenue là ne peut pas rentrer dans l'église ». Et il y en a même qui sont scandalisés. Ils se disent « Mais pourquoi on me refuse l'accès ?» Parce qu'ils ont fini par intégrer cette forme d'habillement dans leur quotidien. Donc, pour eux, on peut aller partout avec ce genre d'habillement. Je vais vous donner un exemple aussi. J'ai quitté le service ce soir avec mon engin. C'était vers 23h, comme ça. Et on arrivait dans les feux de Siket Toyota et autres. Là. Bon, j'ai été scandalisé. C'est moi qui étais scandalisé parce que un Zémidia m'a dépassé avec une jeune dame derrière. Mais quand on s'est retrouvé dans le feu, mon phare sur la dame, je ne voyais que ses dessous. Ok, c'était transparent ce qu'elle avait porté. Tellement que c'était, on dirait qu'elle n'avait même plus rien mis sur le corps. Donc, il faut un travail de conscientisation à pousser pour certains jeunes qui voient cette forme de mode comme, disons, inhérente à la jeunesse. Je suis jeune, il faut que je descende mon pantalon. Je suis jeune, il faut que je m'habille avec le nombril dehors, comme elle l'a dit. Je suis jeune, il faut que mes perles soient dehors. Et c'est tout le contraire. Je veux dire encore que s'habiller sexy, comme on le dit, parfois, est-ce qu'il faut se poser la question, s'habiller sexy, est-ce que c'est mettre le sexe dehors? Est-ce que c'est montrer des parties qui ne doivent pas être montrées? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que certains, parfois, bien s'habiller, ils disent oui, c'est bon, tu es très bien habillé. Et ils disent oui, tu es sexy et autres. Mais il faut comprendre ce que certains mettent dans sexy. Est-ce que, comme elle l'a dit, ta façon de t'habiller me pousse à penser à des choses? Si ça arrive à ce degré-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça a dépassé le niveau. Oui, parce que tout le monde admire, mais en ce moment-là, personne ne s'engage. Et est-ce que c'est ce que celle qui s'est habillée, sexy comme on le dit, est-ce que c'est ce qu'elle veut? Que tout le monde puisse dire oui, c'est bon, c'est joli, mais personne ne lui parle, personne ne s'engage. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de génération? Parce qu'il y a ce qu'on voit à l'extérieur, on le dit déjà, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a tendance à copier pour être à la mode, pour être dans la tendance, comme on aime le dire en tant que jeune. Tout de suite, ma réponse serait sans embâche, c'est oui. Tout de suite, c'est oui. Parce qu'aujourd'hui, on peut remarquer que la nudité n'est plus la chose du monde la mieux protégée. En ce sens que, vous voyez déjà quand on regarde nos clips, on nous montre que ce qui est normal, ce qu'il faut vendre, c'est une femme qui est en sous-vêtements, qui a laissé ses perles au dehors, ou des artistes qui dansent avec les perles sur peut-être le collant, etc., etc. Donc, quand on nous montre alors que la télé devrait être un vecteur d'éducation, mais quand des responsables d'organes de presse acceptent que de ce genre de clips passent à la télévision, qu'est-ce que nous voulons que les enfants copient? Qu'est-ce que nous voulons que les jeunes copient? Et il y a que aujourd'hui le numérique et tout ça, ça nous a permis de faire une interpénétration de culture. Et cette interpénétration de culture nous fait oublier que nous avons des réalités chez nous. Alors, je ne peux pas comprendre, en Afrique, particulièrement au Bénin,
que des femmes se mettent nues. On sait que c'est quand même ça qui est cher à la femme. Tout à fait. Et tu peux aller... J'ai un ami, un confrère en Haïti, il est journaliste. Il m'a dit, je ne comprends pas, quand je suis venue à Cotonou, tout le monde est très bien habillé et tout ça. Alors que quand tu viens chez nous déjà à l'aéroport, tu vas voir des femmes qui sont déjà presque nues. Je dis, c'est une question de culture. Tu peux quitter le Bénin et aller ailleurs. Si tu as reçu une bonne éducation et tu as compris le concept culturel dans lequel tu vis, là-bas, c'est pas évident que tu t'habilles comme les autres. À moins que, peut-être, il fait chaud. On comprend que chez les Européens, il fait chaud, nanani, nanana. Des périodes où il faut être assez à l'aise. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas comme si, pour sortir, on fait pas comme si on allait à la piscine. C'est différent. Ça, c'est un cadre bien déterminé. Et donner tout à l'heure un exemple, enfin, dans la circulation aussi, c'était pareil. Une dame, elle s'est habillée, on pouvait voir la séparation entre les deux fesses avec les perles. Mais il y a un jeune, un zème, gentiment, il a pris sa clé qui type, il a mis dedans, il ressortait. Il met dedans, il ressort. Pour dire que, ma chère, ce que tu as porté là, c'est pas bien. Mais puisqu'elle sait qu'elle n'était pas dans ce que j'appellerais norme, encore que c'est les hommes qui savent ce qu'ils appellent norme, enfin c'est pour chacun, mais elle ne pouvait pas parler. Si tu es conscient de ce que je suis libre de porter ce que je veux, normalement tu dis, mais non monsieur, je suis désolée, je m'habille comme je veux. Mais elle-même, elle se sentait déjà en faute. Donc elle n'a rien dit, tout le monde la huait. Et malheureusement, des choses comme ça se passent. On va dire que le zème, il a tort de le faire. Mais le zème est un éducateur. Il ne va pas vouloir que sa fille le fasse aujourd'hui. On est dans une société où tu ne peux plus dire à l'enfant de l'autre, écoute, ce que tu fais, c'est pas bon. On peut même te dénoncer. Parce que c'est mon enfant et je ne veux pas que quelqu'un... L'éducation, un enfant, c'est tout le monde qui éduque un enfant. Un jeune, c'est la société qui éduque. Et justement, l'aspect que vous abordez me pousse à demander à Benoît, à qui incombe aujourd'hui la responsabilité de l'éducation des jeunes de plus en plus? C'est à leurs parents singulièrement? Tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus évident. Elle a dit, dans la rue, tu ne peux plus éduquer un enfant comme ça ne se passait pas le passé. On va crier sur toi, on peut même crier au voleur et te tabasser. Oui, malheureusement, mais je continue de soutenir que l'éducation de tout un chacun, d'un enfant, incombe à toute la société. Vous voyez, Jessica a dit au départ que des enfants peuvent bien s'habiller à la maison, aller changer la tenue et se livrer à tout ce qu'on ne saurait imaginer. Et le temps de rentrer, se changer encore. Si en ce moment, un adulte croise ce genre d'enfant, il peut quand même... Bon, c'est vrai que les choses ont changé, tu ne peux pas taper l'enfant de quelqu'un dans la circulation et autres, mais on peut quand même parler. On peut essayer de conscientiser, de demander à ces jeunes de changer de comportement. Je pense que si tout le monde prenait sur soi cette responsabilité-là, de parler à ceux qui semblent dévier de la norme, quelque part, ça va finir quand même par agir. Parce que ce serait aussi démissionner que de dire « Ah, attention, aujourd'hui, plus personne ne doit parler à l'enfant de personne. On laisse ses parents, ou tout le monde, dès qu'on regarde, on est scandalisé, on dit les parents ont démissionné. Peut-être que le pauvre, il est à la maison, il se dit « J'ai bien éduqué ma fille. » Il ne sait pas en tant que sa fille s'est changée. Il voit peut-être d'autres filles, comme ça, il dit « Non, ma fille ne peut jamais faire ce que je viens de voir. » Mais il ne sait pas trop ce que sa fille fait. Et sa fille va revenir à la maison bien habillée comme elle était quand elle sortait. Donc, c'est compliqué aujourd'hui. Je pense que plus personne ne doit démissionner. Dès que vous vous sentez scandalisé, sans trop forcer aussi pour se faire insulter, parce qu'aujourd'hui aussi, les jeunes peuvent vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Absolument. Vous pouvez toujours jouer votre rôle en disant, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que demain, tu penses qu'un homme qui veut te prendre comme femme et qui aujourd'hui t'a vu dans cette tenue-là, est-ce que franchement, celui-là va te prendre comme épouse, et ainsi de suite? Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que la loi punit ce genre de choses, ces habillements indécents, ces pratiques impudiques. On sait que la loi punit cela. Alors, est-ce qu'il faut sévir avec la loi face à ces comportements déviants-là? Alors, je crois que avant de sévir, il faut déjà que la personne qu'on veut, la personne en question, soit consciente de ce que je fais, c'est pas bien.
Mais si c'est, comme l'a dit Benoît, si c'est déjà ancré dans ses habitudes vestimentaires... Justement, là déjà, il faut sensibiliser. Il faut que, quand l'enfant quitte la maison, le papa... Je vais donner d'abord un exemple pour revenir sur... Il y a une mère, parce que le papa n'est plus... Pour elle, elle a donné une très bonne éducation à sa fille, les deux enfants, l'homme et la femme. Ce n'est pas forcément de la dépravation, mais ça peut être un pont. Alors, la dame, malheureusement pour elle, elle a découvert un jour que son enfant a des amitiés bizarres. Et cet enfant-là est allé jusqu'à venir braquer sa maman. C'est-à-dire qu'on a demandé à des amis, voilà, ma maman a beaucoup d'argent et tout ça. Vas-y, tu fais comme si vous mettez des trucs sur le visage pour qu'elle ne vous reconnaisse pas. Puisqu'on dit, quand on veut te voler chez toi, c'est forcément quelqu'un de la maison qui maîtrise. Ouais. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont allés, la maman a reconnu un des amis de son enfant. Il a dit, ouais, diable, mon mien. Et l'enfant a eu l'audace de tirer sur la maman. Malheureusement, elle en est décédée. C'est pour dire qu'on peut se sentir offusqué de savoir qu'on a donné une bonne éducation à notre enfant, mais au dehors, mais c'est carrément autre chose. Ouais. Et il a commencé à le dire. Lorsque l'enfant reçoit l'éducation à la maison, lorsqu'il sort, et on voit que, attends, cet enfant, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas normal, tu le réprimandes tout de suite. À l'école, c'est pareil. Parce qu'on va remarquer que tout ce qui est harcèlement sexuel aujourd'hui, c'est pas forcément parce que les gens sont pervers. Vous m'avez donné matière à regarder ou à vouloir quelque chose. Aujourd'hui, on a envie d'aguicher. On a envie de plaire. Et tu viens, ta robe, elle est toute courte. Et voilà, le professeur, il regarde, il est très... Bon, puisque c'est un homme, voilà, ils aiment bien ça. Donc, s'il vous plaît, ne demandez pas au professeur de voir quelque chose qui lui plaît, de ne pas dire, bon, je veux essayer quand même. Vous voyez, donc c'est vrai que le professeur aussi, c'est un éducateur. Donc, je crois qu'il faut que tout le monde s'adonne déjà à cette sensibilisation. C'est vrai, on s'habille comme on veut, mais point trop n'en faudrait. Ah oui. Alors Benoît, votre avis sur des conseils que vous auriez à l'endroit de ces jeunes qui s'adonnent ainsi à une dépravation dans leur comportement vestimentaire? Non, je dirais aux jeunes de faire attention à tout ce qui s'appelle mode. La mode ne saurait être un mode de vie. Tout ce qui s'appelle mode est appelé à passer, à disparaître. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on se dit jeune, intégrer cette forme d'habillement à son être et peut-être grandir avec ces genres de tenues et autres qui forcément vous ferment des portes. Donc, à eux de savoir ce qu'ils veulent dans la vie. On peut bien être dans la mode, mais mode qui rime avec dépravation, ça se fait du mal. Merci à vous Benoît, très belle conclusion. Mode qui rime avec dépravation, ça fait très très mal. Et si on peut encore aller au moins coercitif, eh bien la mode ne s'en porterait que mieux. Merci à vous Jessica, merci Benoît. On installe tout de suite le plateau dossier de la semaine. Vous l'aurez certainement remarqué, la promotion de la femme tient à cœur au gouvernement qui ne cesse de vanter les efforts engagés en matière de lutte contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Il y a peu, il a été annoncé la création de l'Institut national, ou plutôt la refonte de l'Institut national de la femme. On reçoit notre invité pour en parler juste après cet élément. Promouvoir la femme béninoise. Favoriser son émancipation. Patrice Talon en fait une priorité à travers l'Institut national de la femme Nouvelle Formule, un organe dont les statuts ont été approuvés en Conseil des ministres. L'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socio-culturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan. L'Institut national de la femme est donc une structure publique dotée de prérogatives importantes, de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Ce qui va permettre à cet institut de mieux gérer les violences
faite aux femmes et toute forme de discrimination faite aux femmes. Le chef de l'État vient confirmer sa stratégie à lutter contre les inégalités sociales et à hisser le Bénin à l'échelle des grandes nations. Pour moi, c'est une grande satisfaction de voir que finalement, le gouvernement jette un regard sur ce qui se passe au niveau de l'Institut. Et je trouve que c'est bien plus précis que ce qui avait comme attribution au départ. Et je remercie aussi le chef de l'État parce que depuis un bon moment, tout est mis en place pour revaloriser la gente féminine. Avec cet institut, les femmes auront leur mot à dire et vont comprendre mieux leur participation au développement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons davantage mettre l'accent sur l'éducation. Quand on n'a pas éduqué, on ne peut pas espérer un développement. Avant l'approbation des statuts de l'Institut national de la femme, le gouvernement depuis 2016 œuvrait déjà pour la promotion de la femme béninoise. Pour preuve, la modification de l'article 26 de la Constitution qui a d'ailleurs trouvé écho dans le code électoral à travers des dispositions. Dans la Constitution aujourd'hui, l'article 26 a été modifié pour permettre de prendre des dispositions spéciales qui permettront d'améliorer la représentation du peuple par les femmes. C'est un geste très fort et c'est un grand pas. En attendant, 5 personnes, dont 4 femmes, vont siéger au conseil d'administration de l'Institut national de la femme. Et voilà, le décor ainsi planté. Notre invitée sur ce plateau est Raimat Djibril Moriba. Elle est juriste spécialiste des questions du genre, mais surtout très engagée dans la lutte pour la promotion de la femme. Madame Raimat Djibril, bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Je vais bien. Pour m'accompagner dans cet échange, Rodrigue Babagbeto. Rodrigue. Ulvaïs Balogun, bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être des vôtres. Ce dimanche, alors longtemps assujettis aux cas de violence sexuelle et physique, au harcèlement sexuel et à plusieurs limitations dans leur parcours professionnel, les femmes ont entamé depuis des lustres une lutte venimeuse contre ce qui constitue une barrière pour leur émancipation. Raimat Djibril, dites-nous à ce jour, où en sont les femmes dans cette lutte? Ont-elles réussi, peut-on le dire ainsi? Donc, bien entendu, la lutte continue, comme on le dit. La situation des femmes au Bénin, comme vous le savez, a connu une marche progressive. Aujourd'hui, quand même, nous pouvons dire que nous avons réussi quelque chose parce que les questions de discrimination sont plus ou moins appréhendées et donc plus ou moins maîtrisées. Il y a plusieurs dispositions aujourd'hui qui protègent la femme dans tous les sens. Tout à l'heure, le dossier que vous avez passé avant le début de l'émission disait qu'il y avait plusieurs dispositions juridiques, voilà, notamment par exemple l'article 26. Bien avant cette disposition, à travers la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination auxquelles a adhéré le Bénin en 92, protège la femme, mais élève la femme à un rang quand même où on la considère aujourd'hui comme une espèce à part entière. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'état des lieux est plus ou moins reluisant, plus ou moins sur le plan juridique, à tout le moins qu'on puisse dire. Sur le plan juridique, quand même, on sait que la femme est un être à protéger, un être à défendre et tout. Et qu'est-ce qui freine justement? Qu'est-ce qui empêche que sur les autres plans, ce ne soit pas pareil au plan juridique? Sur les autres plans, aujourd'hui, il n'y a que la volonté politique qui manque et après les mentalités. Est-ce qu'elle manque toujours, vu la tendance actuelle? C'est maintenant que nous sentons que véritablement l'État s'engage à faire la promotion de façon technique. Sinon, de tous les temps, on nous faisait des promesses, c'était que des discours. Voilà, c'était que des discours. Mais aujourd'hui, nous passons plus ou moins à l'action. Et c'est
cet état de choses-là qui est véritablement à applaudir parce que les discours, on entend et tous les jours, la femme continue quand même de subir tout ce que nous savons. Je m'interroge, est-ce que l'émancipation de la femme nécessite ou a nécessité vraiment la création d'un institut, justement? Parce que bien sûr, j'estime que c'est peut-être une autre forme de discrimination, de violence à l'égard de la femme que de la considérer de créer un institut uniquement dédié à la femme. Non, non, je n'accepte pas votre réflexion sur la question. Parce que, en fait, la femme, elle, cet être-là qui a besoin qu'on lui taille une certaine attention. Voilà. Et donc, c'est pour ça que on met en place l'Institut. D'abord, vous avez vu, nous sommes partis depuis 2009 de l'Institut pour la promotion. Parce qu'en ce moment, on avait besoin justement de faire la promotion de la gente féminine. Et donc, je pense que c'est tellement bien réfléchi. C'est pour cela que d'ailleurs, je remercie le gouvernement pour cette clairvoyance qu'ils ont eue de partir de la promotion pour en venir maintenant à un institut à part entière qui s'occupe des questions techniques, notamment des questions liées aux violences faites aux femmes, au harcèlement sexuel par exemple, et après pour lui donner une autonomie financière, c'est-à-dire que vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, s'il n'y a pas les moyens financiers, quelle que soit la volonté que vous avez de faire bouger les choses, sans argent, vous ne pouvez pas avancer. C'est-à-dire que c'est cette autonomie financière que n'avait pas l'IPF? Je pense que c'est ce qui a participé à freiner l'action parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui nous parlons de réforme qu'il faut dire que tous ceux qui avaient quand même œuvré à faire évoluer, à faire la promotion de la femme ou à faire évoluer les questions de femmes n'avaient rien fait au niveau de l'Institut. Il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient fait au niveau de l'Institut. Vous connaissez Madame Vicencia Bokos, elle a été la présidente, la pionnière de cet institut-là. Il faut la saluer. Beaucoup de gens ont travaillé. Par exemple, par rapport à moi, mon organisation, nous avons eu beaucoup à travailler avec cet institut-là. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et aujourd'hui, on lui donne une autre étoffe qui lui permet encore d'être plus pragmatique. Et justement, dans ce pragmatisme, quelles vont être désormais les prérogatives de l'Institut national de la femme? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Ce qui va changer, c'est qu'elle sera plus palpable. C'est-à-dire que les citoyens béninois auront aujourd'hui la latitude d'apprécier ce qui se fait au niveau de l'Institut. Déjà, avec son autonomie financière, elle peut prendre des décisions, elle peut agir, elle peut se rendre visible et c'est déjà un pas. Et selon les nouvelles réformes qui ont été opérées au niveau de l'Institut, elle peut aujourd'hui rester en justice. Je pense que c'est encore quelque chose c'est un très grand pas parce que tout ça faisait partie des choses qui bloquaient. L'Institut arrivait quand même sous son ancienne appellation à être saisi pour des questions de discrimination, pour des questions de harcèlement. Mais puisqu'elle n'avait pas la force d'ester en justice, c'était un peu difficile de régler ces questions-là. Donc aujourd'hui, elle a les marges de manœuvre pour agir de façon efficace. Et cet institut, allez-y. Et donc, forcément, elle sera plus visible et elle pourra régler de façon technique et pointue les questions de femmes. À vous entendre, la création, du moins la refonte de l'Institut comble vos attentes, c'est bien ça? Bien sûr, elle comble nos attentes. Maintenant, c'est vrai, les tests lui donnent les forces d'agir. Il faut maintenant mettre les personnes capables de mener les réflexions et d'aller au bout
des nouvelles réformes que nous avons. Donc, il faut que maintenant que le chef de l'État, il a donné toutes les forces, tous les moyens qu'il faut à l'Institut, il faut maintenant les bonnes personnes. Et je sais que ces personnes existent pour pouvoir donner le résultat escompté. Parlons du résultat escompté. On sait que l'Institut aura désormais un service d'écoute également des femmes de plus en plus. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Institut là pourrait devenir une arme contre les hommes ? Non, bien entendu. J'ai l'habitude de dire que les hommes eux-mêmes, ils ont déjà leurs armes pour se défendre. C'est les femmes, c'est la gente féminine qui vient de loin. Vous savez, le poids des traditions, il ne faut pas rester à Cotonou pour savoir, pour comprendre ce que nous disons. Il faut sortir, aller dans les tréfonds de notre pays. Vous comprendrez que la femme vit encore ce qu'on appelle les sévices culturels. Donc, il faut forcément, tout ce qui a été fait aujourd'hui pour élever l'Institut, je crois que ça permettra à la femme quand même de s'élever sur le plan culturel d'abord et sur le plan des mentalités. Parce que le problème des femmes à notre époque est beaucoup plus lié à notre culture et à la mentalité que nous avons entretenue. Comment on arrivait justement à faire changer la mentalité, briser justement, je dirais, ce mythe, s'il faut le dire ainsi? Je pense que ce n'est que par la sensibilisation et après la volonté de chacun de nous de faire avancer les choses. Si vous et moi, nous comprenons la question de façon profonde, nous pouvons déjà, à travers nos actes quotidiens, travailler à faire changer les choses. Et ça commence à partir de nos maisons, à l'égard des femmes, de vos femmes, et à l'égard de vos sœurs, à l'égard des filles et tout ça. Donc, il faut la sensibilisation, et la sensibilisation commence par l'éducation à la base. L'éducation à la base et après la volonté de chacun de nous de faire changer les choses. Alors, quand on sait par exemple que le Rwanda reste en tête du classement mondial avec depuis 2003 61,3% de parlementaires et que en Ouganda, la loi sur la gestion des finances publiques depuis 2015 rend obligatoire la budgétisation sensible au genre dans tous les secteurs et pour tous les ministères, quels vont être les défis de cet institut, selon vous? Les défis de cet institut. D'ailleurs, les défis, par rapport à ce que vous avez dit, l'exemple que vous avez donné, ont été déjà prévus dans les nouvelles réformes, puisque les nouvelles réformes de l'Institut prévoient la promotion de la femme, toujours au niveau des instances de prise de décision et tout. Et c'est par rapport à ça que moi, je proposais qu'au-delà de cette promotion, qu'on aille au financement des partis politiques. Parce que si nous voulons des femmes dans les instances de prise de décision, il faut qu'elles puissent s'afficher un peu dans la marche politique. Et je pense que c'est ce qui est c'est ce travail-là qu'il faut aujourd'hui faire. Parce que les femmes éduquées, les femmes intellectuelles, il y en a. Nous comptons beaucoup de femmes aujourd'hui dans nos administrations. Nous comptons beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui manque? Si aujourd'hui on ne peut pas prétendre voir une femme, par exemple au sommet de l'État, voir une femme présidente du Bénin, c'est parce qu'il y a moins de femmes dans l'action politique. C'est un domaine plus ou moins réservé aux hommes. Et donc, les femmes sont minoritaires, soyons sincères. Et donc, si nous voulons faire bouger les choses, si nous voulons faire de notre État un État où les hommes et les femmes sont dans l'action politique et parlent des questions politiques de façon normale, de façon ordinaire, il faut alors aller au financement de celles-là qui ont la volonté de participer à l'action, au développement de leur pays. Et donc, c'est pour ça que le travail que les membres de l'Institut devront faire, c'est de voir de ce côté-là, d'aider les femmes qui veulent agir. Mais au-delà de cet institut, il y a quand même que
la volonté des dirigeants compte pour beaucoup, parce que l'Institut peut faire un travail et demander qu'on en arrive à 50% d'hommes, 50% de femmes dans les administrations et consorts, mais il faudra qu'au niveau des dirigeants, qu'ils appréhendent mieux la nécessité aujourd'hui de faire participer les femmes. Et ça passe par le combat des femmes elles-mêmes, non? Oui, justement, ce combat ne manque pas. Ce combat-là ne manque pas. Nous savons que vous êtes beaucoup engagés dans ce combat-là. Les femmes ont toujours martelé qu'il fallait qu'elles soient représentées. Oui. Mais chaque fois, par exemple, qu'on forme un gouvernement, on trouve toujours que les femmes sont minoritaires. Quand on essaie de saupoudrer le gouvernement avec quelques têtes de femmes et puis on s'en contente. Mais je pense que déjà, c'est bien d'agir là où il faut agir. Je pense que le gouvernement a quand même su bien voir, ils ont eu cette clairvoyance-là, d'agir au niveau de l'Institut, parce que je pense qu'ils sont en train de prendre l'Institut comme une fêtière de promotion, de formation des femmes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi penser à financer celles-là qui veulent agir en politique, parce que la maladie des femmes, c'est l'argent. On dit que la pauvreté est femme. Donc, les femmes n'ont pas eu beaucoup de chance que les hommes ont eu de par le passé. Que quand vous êtes à des postes de décision où vous avez la latitude de gérer les finances et tout, ça vous donne les moyens aussi de faire la politique de vos moyens. Mais les femmes, elles n'ont pas eu cette chance. Donc, c'est pour ça qu'il faut les aider en les finançant pour qu'elles aussi, elles prennent la part des hommes. Il y aura une aide au financement, bien entendu, mais les femmes elles-mêmes, quelle doit être leur part de responsabilité? Parce qu'on dit souvent que le mal de la femme, c'est la femme. Effectivement, c'est pour ça que je veux que cet institut soit un tremplin pour les femmes. Parce que si c'est par exemple l'institut qui coach une femme et non pas un groupe de femmes ou un groupe associatif de femmes qui coach et qui après peut l'abandonner à mi-parcours, voilà, quand c'est cet institut-là, c'est un organisme public. Donc quand c'est un peu, l'accompagnement est un peu étatique, est un peu, voilà, ça peut aider les femmes à s'afficher, parce qu'il y a aussi, je disais que c'était un problème de mentalité, le problème lié à la promotion de la femme. Au-delà de tout, il y a la volonté politique d'accompagner les femmes, et il y a aussi les mentalités. Quand une femme commence pas à prendre la tête quelque part, on dit qu'est-ce qu'elle vaut, elle vaut rien, donc les quelques têtes qu'on voit aujourd'hui qui sont au sommet, vous voyez qu'elles vivent toujours des sévices culturels, elles sont martyrisées dans tous les sens, donc c'est pas gai. Il faut que cet état de choses change, parce que les hommes que nous voyons aussi au sommet de l'État ne sont pas forcément des exemples. Et pourquoi on veut que la femme soit parfaite? Encore qu'ils ne sont rien sans les femmes. Hein? Bien sûr, bien entendu. Alors cela me fait dire qu'aujourd'hui, l'éducation devrait beaucoup plus être centrée ou axée sur les filles, parce qu'on remarque de plus en plus que les conditions ne sont pas toujours favorables à l'épanouissement scolaire des filles, avec le manque d'infrastructures dans les écoles. Est-ce que le plaidoyer ne pourra pas également aller de ce côté-là avec l'Institut? Bien sûr, le plaidoyer est dans ce sens aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a rendu obligatoire l'éducation des filles. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font quand même pour la promotion de la femme. Et c'est un état de choses qui nous réjouit, et surtout avec l'Institut qui a été aujourd'hui renforcé à travers les dispositions statutaires. Nous sommes fiers, et c'est pourquoi vous sentez un engouement au niveau de toutes voilà. Et après, les éduquer aux nouvelles technologies de l'information, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer vers l'éthique. Donc, si les femmes ne sont pas aussi éduquées dans ce sens, elles ne pourront rien faire, que ce soit au niveau de la question des discriminations, ou bien même au niveau économique, elles ne pourront pas faire évoluer, parce que les femmes aujourd'hui sont majoritaires dans l'informel. Donc il faut les aider à travers les outils informatiques à développer leurs activités. Très bien, Haïma Djibril, vos propos ne sont sûrement pas tombés dans des oreilles de sourds. Ulvaeus Balogun,
on en sait désormais un peu plus. Absolument. Et nos regards sont tournés vers cet institut et ses actions. Absolument. Merci Rodrigue, Madame Raimat Djibril Moriba. Merci également pour votre éclairage. Ce sera tout pour Week-Echo de ce dimanche. Émission que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, sur la page Facebook de Bénin Business 24 et sur la page Facebook de votre émission Week-Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.